Le thème donc de cette conférence est alimentation durable et gastronomie, le défi de l'alimentation durable dans la gastronomie, transmission et engagement auprès des jeunes générations. Alors pour cela, donc, nous avons la chance d'avoir Marie-Odile Fondeur, qui est directrice de la Fondation pour la cuisine durable, qui est présidée par Olivier Ginon, et Caroline Dupin, à ma gauche, chef de projet au sein de la fondation d'entreprise Paul Bocuse, et qui a également donc pour objectif la transmission des savoirs aux jeunes générations à travers l'échange, le partage de la passion des métiers de bouche. Cette fondation est présidée donc par Paul-Maurice Morel et qui a comme président d'honneur Jérôme Bocuse, le fils de Paul Bocuse, qu'on n'a pas besoin de présenter, je crois. Alors Caroline Dupin, je commence par vous. Vous représentez donc cette fondation d'entreprise. Nous savons tous que le nom Paul Bocuse représente dans l'image de l'excellence culinaire et de la gastronomie. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Paul Bocuse était aussi un praticien de l'alimentation durable. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous préciser, Caroline Dupin, et nous expliquer comment cela se traduisait du temps de Paul Bocuse et comment aujourd'hui ces valeurs restent encore bien ancrées à travers vos actions auprès de votre fondation, au sein de votre fondation? Alors, je vous remercie pour cette question qui est très pertinente et je me permettrai même d'aller un peu plus loin, puisque Paul Bocuse, à mon sens, était justement un cuisinier de bon sens, plus même que d'alimentation durable, puisque finalement, Paul Bocuse a toujours cherché à mettre en avant une cuisine avec des produits de saison, une cuisine qui avait un ancrage territorial. Il choisissait avec attention ses fournisseurs. Il avait aussi ce respect du produit de A à Z, de la graine à l'assiette, et j'irais même jusqu'à dire à la poubelle. Donc ceux qui l'ont connu disent aussi souvent qu'il utilisait cette expression, le bon sens paysan. Et pour moi, finalement, cette cuisine de Paul Bocuse, qu'on connaît tous, c'est une cuisine de bon sens. Donc la durabilité a toujours été inscrite dedans, même à une époque où finalement on ne parlait pas du mot durable. Ce n'était pas un mot qui faisait partie du vocabulaire, notamment au début de la cuisine de Monsieur Paul. On ne parlait pas non plus de ressources limitées, de conscience écologique. Et pourtant, Monsieur Paul avait déjà cette approche de la cuisine. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a aussi une raison donc le bon sens vient aussi de l'économie, puisque dans un restaurant, on se doit d'utiliser le produit de A à Z, donc de limiter ses déchets, de tout réutiliser au maximum. Et même avant même de parler, ne serait-ce que de poubelles jaunes, de poubelles vertes, de tri des déchets, chez Paul Bocuse, on essaye de ne pas parler de poubelles, puisqu'on essaie de les limiter au maximum. C'est un homme qui avait le sens de la citation. Je pense que tous ceux qui le connaissent vous le diront. Et il avait souvent l'habitude de dire qu'il faisait que des cuisines ne doit en sortir que la vapeur des fourneaux. Donc ça veut dire beaucoup. Il parlait aussi d'une cuisine avec des os et des arêtes. Donc voilà, il avait déjà cette notion de respect du produit, mais aussi de respect de ses fournisseurs. Et c'était un homme visionnaire, puisqu'il avait aussi l'idée que toutes ces valeurs-là, elles devaient être transmises aux générations suivantes, que son œuvre allait lui survivre aussi, d'une certaine manière. Et quand il a créé la fondation en 2004, donc la fondation a 18 ans, il l'a créée en ce sens, en fait, pour transmettre aux jeunes générations les bons gestes, les bonnes pratiques, et cette cuisine de bon sens. Donc nous, c'est quelque chose qui se traduit, vous me demandiez comment est-ce qu'aujourd'hui on fait perdurer ces valeurs. La Fondation, nous, on organise des ateliers de cuisine à destination des jeunes, donc des collégiens majoritairement, mais aussi d'autres publics. Et par exemple, dans ces ateliers, nous en avons à peu près une soixantaine en France, qui fait à peu près 650 jeunes accompagnés. On demande expressément à tous les chefs qui les forment, et là aussi on a beaucoup de liens à tisser, puisqu'il y a le rôle du chef qui est important dans cette transmission, mais on leur demande expressément de travailler des produits locaux, dans la mesure du possible, des produits frais et des produits de saison. Et ça, c'est quelque chose qui pour nous est de l'ordre de l'évidence. Donc oui, Paul Bocuse était un cuisinier qui proposait une cuisine durable, mais parce que c'était dans son ADN finalement. Et ça, c'est l'ADN de la cuisine Bocuse. On continue de le faire perdurer dans nos ateliers aujourd'hui. C'est une cuisine en plus qu'il a voulu partager, y compris en ouvrant ses brasseries, donc, parce que la cuisine Paul Bocuse, elle est quand même accessible. Voilà, c'est quand même évidemment très cher, mais très bon. Il n'empêche que justement, donc, il a voulu quand même aller au-delà et que cette cuisine soit finalement ouverte au plus grand nombre avec l'ouverture de ses brasseries. C'est lui qui a eu cette idée-là quand même. C'est ça, puisque Monsieur Paul, donc tout le monde connaît son établissement étoilé, qui est là, qui fait rayonner finalement, c'est vraiment le summum, l'excellence de la gastronomie française. Mais Monsieur Paul, il a aussi ouvert les restaurants et brasseries Bocuse pour que une gastronomie de bon sens, une gastronomie qui
qui soit plaisante, soit abordable et accessible à tous. Et en fait, dans la question de l'alimentation durable, il y a aussi la question d'abordable. Donc, à notre sens, aujourd'hui, à la Fondation, pour que l'alimentation soit durable, il faut qu'elle soit abordable. Et c'est le dernier point que je n'ai pas cité, mais nos chefs, si on leur demande de travailler des produits frais et de saison, on leur demande aussi de travailler des produits abordables. Puisque dans nos ateliers, nous avons des jeunes qui viennent de tout milieu. Et l'idée, en fait, c'est ce qu'ils apprennent dans nos ateliers, ils puissent le refaire à la maison, avec des produits qu'ils trouveront à l'épicerie du coin. Donc, évidemment, il n'est pas question de travailler des produits comme on peut les trouver au restaurant gastronomique de M. Paul. Ce n'est pas du tout l'esprit. Là, c'est justement de donner envie aux jeunes de faire, de refaire, et ensuite, à leur tour, d'être ambassadeurs de ça et de retransmettre en famille. Et ça, c'est très important pour nous. Alors justement, ces jeunes, vous essayez donc de les attirer vers les métiers de la restauration. C'est compliqué en ce moment ? C'est très compliqué, même pour un nom aussi brillant que Paul Bocuse. Donc, on a un peu la chance d'être épargné dans ce milieu-là, puisque le nom fait qu'on a cette chance-là. Mais effectivement, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration connaît une crise sans précédent. Monsieur Paul était visionnaire, hein, il ne pouvait pas se douter qu'on allait connaître une crise d'une telle ampleur. Et pourtant, il avait déjà mis en place les outils pour continuer la transmission. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de remobiliser la jeunesse. Donc dans nos ateliers, l'objectif premier des ateliers, c'est la transmission de la passion du métier, des gestes et des bonnes pratiques, avant même de parler de durabilité. Ça s'inscrit dans l'ADN, ça va avec. Mais le sujet, c'est vraiment de présenter les métiers de la gastronomie aux jeunes pour donner envie à certains. On le fait avant la classe de 3e, puisqu'il y a cette première échéance où on leur demande de faire un premier choix d'orientation. C'est vraiment de leur présenter ces métiers et que certains puissent se dire, effectivement, j'ai envie d'être cuisinier. Donc pour vous donner un chiffre, sur nos ateliers de l'année dernière, on avait plus de 51% des jeunes qui ont participé, qui nous ont confirmé vouloir poursuivre leurs études dans ce milieu-là. Donc nous, ça c'est le point très important et dont on est très fiers. Mais même si le pourcentage restant ne devient pas chef, tous les jeunes qu'on a accompagnés seront des citoyens du monde, 100% d'entre eux. Donc finalement, les bons gestes seront transmis à ceux qui deviendront chefs plus tard, qui seront des ambassadeurs de la gastronomie et de la gastronomie durable, et aussi des ambassadeurs, pour ceux qui ne sont pas chefs, de l'alimentation durable, des bonnes pratiques, ne serait-ce que de faire soi-même. Il y a cette idée-là qui est vraiment importante, et les jeunes qui cuisinent aujourd'hui dans nos ateliers seront des adultes qui cuisineront demain, qui n'achèteront peut-être pas forcément des plateaux préparés. Et j'ai une anecdote à vous raconter. On a une maman d'un de nos jeunes qui nous a raconté que son fils, chaque semaine, elle lui donnait un peu d'argent de poche. Et qu'avec cet argent de poche, il avait l'habitude d'aller acheter des bonbons, d'aller acheter des chips. Je ne vous fais pas de dessin. Et elle nous a remercié parce que suite à sa participation aux ateliers, il a voulu refaire un plat à la maison. Il lui manquait des champignons de Paris. Donc il est allé au supermarché avec son argent de poche pour acheter ça, pour refaire à la maison. Et donc elle nous a dit merci pour ça. Et ça c'est extrêmement important puisque c'est de donner envie finalement, le plus important. Alors Marie-Odile, donner envie, c'est justement la vocation de votre nouvelle fondation ? Oui, la vocation de cette fondation pour la cuisine durable, c'est d'accompagner les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie vers la cuisine durable, en France et à l'étranger. Alors, pour ce faire, donc j'ai deux cofondateurs, hein, j'ai Olivier Ginon et Jérôme Bocuse. Moi, j'ai bien connu aussi Paul Bocuse, puisqu'on a travaillé ensemble sur le Bocuse d'Or et le Syrah. D'ailleurs, à ce sujet, on avait la cuisine généreuse de Paul Bocuse. Il voulait donner accès à cette cuisine au plus grand nombre. Et on avait créé la soupe de Monsieur Paul, qui était distribuée dans le tunnel du Goût. Vous savez qu'on avait privatisé le tunnel de la Croix-Rousse Motte-Doux. Et c'était vraiment la preuve de sa générosité. Alors, dans cette fondation pour la cuisine durable, le premier événement que nous avons organisé en septembre, c'était de faire découvrir des variétés végétales qui résistent au changement climatique, au manque d'eau et aux maladies, aux chefs de cuisine. Parce que les chefs de cuisine sont des porte-paroles, chefs de cuisine et pâtisserie, bien sûr. Et d'autres métiers, il y avait les fromagers, il y avait les boulangers. De faire découvrir, on a besoin de ces chefs comme porte-parole pour expliquer au plus grand nombre que les variétés végétales qui résistent au changement climatique ont aussi des qualités organoleptiques et nutritionnelles et de goût aussi très importantes. Ce sont des semences d'origine, donc ils n'ont pas été modifiées. Et ça, c'est important parce qu'elles ne sont pas... Vous savez qu'après la guerre, on a voulu nourrir le plus grand nombre, toute la planète, en sélectionnant, par exemple, pour le pain, une dizaine de céréales et qui ont été exploitées de façon extensive et qui, finalement, ont été épuisées en énergie et elles ont été modifiées génétiquement, ce qui a créé aujourd'hui les maladies qu'on connaît, les allergies au gluten, etc. Donc là, on revient aux semences d'origine.
Et je travaille pour ça avec le CRBA, qui est le Centre de ressources de botanique appliquée, qui est une station Vavilov. Et Vavilov étant un Russe qui a créé un centre à Saint-Pétersbourg qui a rassemblé 300 000 variétés végétales du monde entier, qui venaient de contrées comme le Caucase ou en Amérique du Sud, des contrées où les températures pouvaient varier de moins 40 à plus 50. Et ensuite, ces variétés, on les acclimate sur des territoires. Et en fonction du territoire où elles sont implantées, elles n'ont pas le même goût. C'est tout ça qu'on veut développer. Et donc, il y aura cet événement, la collection végétale, qui aura lieu chaque année pour justement faire découvrir ces nouvelles variétés. Ensuite, j'ai aussi le projet d'un jardin potager qui va se faire de référence pour les chefs de cuisine et qui pourra être aussi visitable par le grand public sur un lieu qui se situe au niveau des Balmes, à Lyon, dans la Mulatière. C'est un lieu historique de 2 hectares où il y a eu une ancienne station INRA, d'ailleurs, il y a une dizaine d'années. Et c'était une maison des champs au 19e siècle. Et à cette époque, on pouvait cultiver à Lyon de la vanille, des ananas, des oranges qui étaient vendus sur le marché de la place Bellecour. Donc en fait, déjà à l'origine, on avait des moyens pour lutter contre le gel, contre les maladies. Par exemple, sur ce site, il y a des grands murs avec des ogives qui protègent les variétés du gel. Voilà. Et il y a des sources d'eau naturelle qui peuvent alimenter le terrain. Donc voilà. Ensuite, j'ai d'autres sujets. Je voudrais faire des ateliers, des rencontres pour la conservation des gestes en cuisine, en pâtisserie. Parce que ce sont des gestes qui sont en voie de disparition. Par exemple, qu'est-ce que vous entendez par les gestes? Alors, les gestes, ça peut être la façon de découper une viande, de plumer une volaille, notamment une pintade, par exemple, parce que Paul Bocuse avait trouvé qu'il y avait la plume du peintre, une plume du peintre dans toutes les plumes de la pintade, à un endroit précis. Par exemple, donc il a transmis ça à ses meilleurs ouvriers de France, avec qui il travaillait. Et ces meilleurs ouvriers de France, aujourd'hui, depuis sa disparition, ont envie de transmettre ces gestes qui font partie du patrimoine culinaire français et qui pourraient disparaître. Alors d'autres gestes ont été détenus par des gens comme Joël Robuchon, comme Bernard Loiseau, à La Chapelle. Et moi, je connais les meilleurs ouvriers de France qui ont travaillé avec eux, qui aujourd'hui sont prêts à transmettre ces gestes. Voilà. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle le management humain. Donc, essayer d'apprendre aux chefs de cuisine à manager une équipe, donner envie aux équipes de travailler avec eux. Parce que la grosse problématique aujourd'hui, c'est de trouver du personnel. Justement, oui. Il faut recruter. Et donc, il faut expliquer aux jeunes que ces métiers ont de l'avenir, puisque c'est l'alimentation durable. C'est comment apprendre à se nourrir et raconter une histoire aux convives. Parce qu'aujourd'hui, le convive d'un restaurant, ce qu'il veut, c'est savoir d'où viennent les produits, comment ils ont été créés. Et de plus en plus, les chefs de cuisine apprennent à travailler avec les producteurs. C'est-à-dire qu'ils co-créent le produit. Et le producteur est motivé puisqu'il doit répondre aux demandes d'un chef de cuisine qui, lui, va devoir raconter l'histoire ensuite aux convives. C'est-à-dire d'où vient le produit, comment ça s'est passé. Et que certains produits aussi, parce qu'il y a eu du gel, sont en moins grosse quantité, etc. Les produits de saison aussi. Ne pas manger des tomates en hiver, par exemple, ou des fraises. Ça paraît évident peut-être pour nous, mais encore beaucoup de personnes, de professionnels utilisent ces produits hors saison. Et ça, c'est fondamental. Et des produits locaux. Plus que bio, parce qu'on parle énormément du bio, ce qui est plus important, c'est de manger des produits locaux. Et alors justement, cette approche de l'alimentation durable, est-ce qu'elle sert aujourd'hui de faire valoir pour attirer le plus de jeunes dans les métiers de la restauration? Est-ce que c'est inné maintenant chez les jeunes ou est-ce qu'il faut quand même leur avancer cet argument? Alors je pense que c'est inné pour certains, mais ça ne l'est clairement pas pour tous. Et c'est aussi pour ça que nous avons beaucoup de liens à créer entre nos deux fondations. Je peux vous donner un autre exemple d'une maman qui m'expliquait qu'un jour, sa fille lui a dit « Mais qu'est-ce que c'est ce morceau dans ma purée ?» Et elle a dit « Mais une purée, on l'a fait avec des pommes de terre. » Et la jeune fille a répondu « Mais c'est pas un sachet avec des flocons ?» Donc en fait, il y a aussi une méconnaissance du produit de la part de certains jeunes de qu'est-ce que c'est qu'une courge butternut, qu'est-ce qu'un légume, qu'est-ce qu'un fruit. Et, il y a beaucoup de variétés où finalement les jeunes ne connaissent pas parce qu'ils les voient déjà transformées. Donc Marie-Odile parlait du potager. Ça aussi, c'est des choses qu'à la Fondation, on peut présenter aux jeunes, faire visiter, montrer qu'effectivement, un produit, c'est de la graine à l'assiette.
Donc il y a vraiment cette idée de présentation du produit et ça n'est pas inné pour tout le monde. Donc Marie-Odile parlait aussi de donner envie, ça passe aussi par ça, vraiment de présenter, de montrer et c'est le rôle aussi de nos deux fondations. Vous savez, pour moi, je pense qu'il faudrait qu'à l'école, on ait des cours de cuisine. Parce que c'est aussi fondamental que le français, les mathématiques et les langues étrangères. Parce qu'apprendre à cuisiner, à se nourrir, c'est vraiment fondamental. Et si vous apprenez aux jeunes à cuisiner, forcément c'est avec des produits, donc il faut choisir les produits. Et ils vont être moteurs vis-à-vis de leurs parents. Parce que Caroline en a parlé, quand les enfants on découvre des choses, ils ont aussi envie de les faire découvrir à leurs parents par la suite. Donc c'est eux qui vont éduquer les parents à bien manger et à choisir les produits. Et selon vous, justement, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Parce que ce que vous dites, on l'entend régulièrement de la part de cuisiniers. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à franchir cette étape d'une formation effectivement dans les écoles, dans les collèges? Qu'est-ce qui bloque? L'éducation nationale est un grand mammouth à déplacer. Et je pense que moi, j'ai posé beaucoup de questions. Effectivement, ce qui rebute, c'est les problèmes d'hygiène, d'équipement dans les écoles. Mais aujourd'hui, la cuisine, on peut la faire de façon simple, avec un évier, une plaque de cuisson qui fait cette taille. Et c'est simple, quoi. C'est pas compliqué. Après, il faut assouplir. Il y a les normes d'hygiène, bien sûr, mais il faut aussi. Alors, il y a la crainte que les enfants se brûlent, enfin, etc. Mais bon, pour moi, c'est plus important d'apprendre à cuisiner. Aujourd'hui, pour essayer d'attirer les jeunes, et donc il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de postes aujourd'hui à pourvoir dans la restauration et l'hôtellerie. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors vous faites vos démonstrations, vous essayez de faire le lien avec les chefs, mais de façon plus globale, il faut peut-être mieux les payer? Je pense que vous l'avez presque déjà dit dans la question, c'est-à-dire que le chef est un ambassadeur de la gastronomie. Et ça peut faire peur aussi, un chef, non? Alors, parce que vous parliez de management. On sait bien que honnêtement, je pense dans certaines cuisines, c'était pas toujours évident d'être sous la tutelle d'un chef, parce que il y avait des ambiances un peu. Mais c'est peut-être une caricature. Oui, mais les enfants ne sont pas conscients de ça. Les enfants dans les écoles, ce qui les intéresse, c'est de voir un chef habillé en chef avec une toque, ça les impressionne. Prestige. Voilà, il en impose, quoi. Donc ils vont l'écouter de façon plus sérieuse. Et même à l'inverse, souvent, ce qu'on remarque donc nos ateliers sont animés soit par des chefs formateurs, donc des professeurs, soit par des chefs restaurateurs. Et ce qu'on remarque, c'est que les chefs restaurateurs, souvent lors du premier atelier qu'ils font avec nous, c'est eux qui ont plus peur que les enfants. Parce qu'ils ont envie de transmettre, de faire ça bien. Et souvent, généralement, ça se passe très très bien parce que les enfants sont un public qui est très réceptif à la cuisine, aux gestes. C'est manuel, la cuisine. Donc, ils sont très réceptifs et généralement, en l'espace de, on va dire, 10-15 minutes, la peur est partie, que ce soit des deux côtés. Et donc, vous en parliez, finalement, pour remettre les métiers de la gastronomie en avant, il nous faut des ambassadeurs. Et donc, les ambassadeurs, qui mieux que des chefs? Et c'est aussi là le rôle, puisque nous, la Fondation Paul Bocuse, on s'adresse à un public, entre guillemets, non professionnel. Donc des jeunes, des personnes en réinsertion, en reconversion professionnelle, tandis que la Fondation pour la cuisine durable s'adresse déjà à un public de chefs du métier. Donc nous, l'idée, c'est de faire du lien entre justement ce public averti de chefs professionnels et notre public à nous, et de réussir à être ambassadeur d'une part de la gastronomie, et dans un deuxième temps, la gastronomie durable. Très bien. J'ai une dernière question. La qualité première pour devenir cuisinier? Moi, je dirais la passion. C'est la passion, l'excellence, l'envie de partager. Parce que pour moi, la cuisine, c'est un geste d'amour. Si vous cuisinez avec amour, le produit sera bon. On sait très bien que quand il y a des conflits, par exemple, dans un laboratoire, que ce soit dans une boulangerie ou dans un restaurant, le produit n'est pas bon au final. Donc, c'est vraiment de transmettre de l'amour. Et ce sont des métiers de gens passionnés. Ce sont des métiers qui sont exigeants, mais qui sont très beaux, et de passionnés. Et l'idée, c'est vraiment de transmettre la passion du métier et du geste. Eh bien, j'espère que le message sera entendu. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était vraiment très, très intéressant. Et voilà. Atelier, exposition, animation, show culinaire, rendez-vous le samedi 19 novembre à l'Hôtel de la Métropole à Lyon-Part-Dieu pour la 2e édition de l'événement Good. Infos et inscriptions sur good-l'événement.fr. Good veut dire bien.